Le Burundi est un pays d'Afrique centrale habité par trois ethnies, à savoir les Hutus, les Tutsis et les Twa. Ces ethnies ont longtemps cohabité pacifiquement pendant plusieurs siècles et la différence entre les trois ethnies n'étant pas nette. Il est généralement admis que les Tutsis étaient essentiellement pasteurs, tandis que les Hutus étaient agriculteurs. Ces activités étant fortement liées, il y a lieu de se demander leur interdépendance. La question ethnique a toujours suscité un malentendu et sa résolution a été un échec dans tous les régimes politiques qui se sont succédés. La crispation est en fait due à la colonisation belge qui favorisait la domination Tutsi, considérée comme une race supérieure. Cela était une justification donnée par la valeur de la vache dans la société burundaise que celui qui a plusieurs vaches est considéré comme riche. Même dans les Souhés, on dit « Urakagira Macho », littéralement « et des troupeaux ». À leur arrivée au Burundi, la colonisation allemande puis belge ont voulu détruire ce royaume construit par le Mwami du Burundi en diminuant l'autorité de ce dernier. C'est surtout pendant la colonisation belge que l'usage de la politique de diviser pour régner a été utilisé par ces colons pour mieux soumettre les populations ou exploiter leurs richesses. C'est dans cette logique que le recensement ethnique fut entrepris et par la suite mentionné dans les échanges des documents officiels de l'administration belge. Par après, les Tutsis ont été associés aux Ganois, descendants du roi, pour gouverner les territoires coloniaux. Cet extrait du film de la colonisation belge montre le point de départ et la perspective de toutes les haines collées à la colonisation de l'Afrique et appelée la politique de diviser pour régner. Les Batutsi, la race dominante, sont venus du nord, menant leurs troupeaux à la recherche de pâturage. Ce peuple de pasteurs s'adonne exclusivement à l'élevage et professe pour tout autre travail un mépris absolu. Les hommes se distinguent par leur haute stature, la finesse des attaches et leur fière démarche. Il faut noter que les Batutsi ne représentent que 8% de la population qu'ils ont soumise à leur autorité. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Ils cultivent les terres qu'ils avaient progressivement conquises en refoulant les premiers occupants du sol, les pygmées batois, et en détruisant la forêt qui abritait ceux-ci. Leur méthode de culture étant primitive, leur récolte était pauvre. Les Batutsi venus du nord leur apparurent comme des demi-dieux qui leur apportaient une économie supérieure, puisqu'elle n'exigeait apparemment aucun effort, celle de l'élevage du gros bétail. Quant aux Batois pygmoïdes, ils vivaient dans la forêt en petits groupes familiaux, pratiquant la chasse et cueillant les fruits sauvages. Plusieurs études furent menées pour expliciter la différence physique entre les Hutus et les Tutsis, mais les résultats n'ont pas donné de certitude absolue. Sur lesquelles on discute beaucoup. D'abord, elles ne sont pas générales et systématiques, elles ne sont pas caricaturales, comme on le voit souvent avec les grands Tutsis et les petits Hutus, comme on voit dans certains articles. Il y a certains traits qui sont plus fréquents chez les uns que chez les autres. Cela indique qu'il y a un peuplement d'origines diverses, mais il y a eu suffisamment de mélanges depuis des siècles pour que ce ne soit pas le trait décisif. Après la période coloniale et 3 ans seulement après l'accession du Burundi à l'indépendance, les conflits entre Hutus et Tutsis dégénèrent avec différentes revendications, que ce soit à l'intérieur du parti unique à l'époque, l'UPRONA, ou de l'invasion extérieure des Hutus qui voulaient découdre avec le pouvoir majoritairement Tutsi. Deux principaux conflits ethniques éclatent à cette période, celui de 1965 et celui de 1972. 1965, où pour la première fois on assiste
à une tentative de putsch, venue cette fois d'ailleurs de militaires Hutus contre le roi, à l'époque c'était encore une monarchie, qui s'accompagne du massacre d'un certain nombre de centaines de paysans Tutsis dans une région du pays et qui est suivi par une répression contre les Hutus de ces régions-là. À ce moment-là s'installe un sentiment de méfiance qui va culminer dans les massacres de mai-juin 1972. À ce moment-là, une équipe dirigeante Tutsi, particulièrement, je dirais, intégriste, a, à la suite d'un soulèvement Hutu qui avait éclaté dans le sud du pays, procédé à un véritable génocide des élites Hutus de l'époque au Burundi. En 1988, le président Pierre Buyoya, qui était au pouvoir à cette époque, retombe dans le même gouffre, avec une guerre ethnique au nord du Burundi, dans les communes de Ntega à Kirundo et Marangara à Ngozi. Ces événements, en fait, ont été interprétés comme un coup d'épée qui venait, disons, clôturer une série d'autres événements que le Burundi avait connus, comme je l'ai dit, au lendemain de l'indépendance. Alors, il a fallu quand même que le gouvernement réfléchisse sur la façon dont il fallait vraiment mettre en terme à ce genre de crise. Alors, la presse a quand même lancé des messages d'espoir et le chef de l'État de l'époque, Pierre Buyoya, n'a cessé de lancer un appel en faveur de l'unité nationale. Après les événements de Ntega et Marangara, le président Buyoya entame une campagne de dialogue et de concertation. C'est cela qui fut la base de la charte de l'unité nationale. Cette politique était fondée sur le rééquilibrage ethnique dans les instances du pouvoir. La charte de l'unité nationale fut votée à 89% en février 1991 par suffrage universel et un monument fut érigé en 1992 sur le mont Vugizo en face du mausolée du prince de Rwagasore, ce dernier cristallisant l'union entre Hutu, Tutsi et Twa. Je viens de me convenir avec tous mes compatriotes que plus jamais ce qui s'est vu en 65, que plus jamais ce qui s'est vu en 72, que plus jamais ce qui s'est vu en 88 n'ait plus lieu dans notre pays. L'inspiration de cette unité nationale serait le sommet France-Afrique du 19 au 21 juin 1990 à La Baule. Le Burundi se voit obligé de se conformer aux exigences occidentales et donc à la démocratisation comme priorité pour bénéficier de l'appui de la communauté internationale. Au Burundi comme ailleurs, le pays devrait ouvrir la classe politique vers un multipartisme et accepter la venue des partis ayant de visions différentes à celle de l'UPRONA, alors que la Première République avait suspendu tous les partis dans la Constitution de 1974 et avait adopté le principe du parti unique. Nous avons décidé de créer le parti Sawanya Frodebu en 1986, qui est un parti qui prônait la démocratie, mais ça n'a pas été facile. Nous avons passé 6 ans de clandestinité et en 1992, nous sommes quand même parvenus à convaincre d'autres partenaires pour nous aider à exiger du pouvoir en place, de mettre sur pied, d'élaborer, de mettre sur pied une constitution qui consacre une démocratie pluraliste au Burundi. Et c'est en 1992 que cette constitution a eu lieu. En 1992 fut adoptée une nouvelle constitution qui introduisait le multipartisme et la démocratie. Dans la nouvelle constitution de 1992, dans son article 57, stipulait qu'il était interdit aux partis politiques de s'identifier dans la forme, dans l'action ou d'une autre manière quelconque, notamment à une ethnie, à une région, à une religion, à une secte ou à un sexe. Cependant,
En se basant sur leurs programmes politiques et projets de société, on pouvait classer les partis politiques en deux catégories. Un premier groupe était composé des partis qui prônaient avant tout la consolidation de l'unité nationale et qui appelaient l'adhésion de toutes les ethnies. Il s'agissait de l'UPRONA, le ralliement pour la démocratie et le développement économique et social, RADES, et l'Alliance nationale pour le droit et le développement, ANADE. On avait plutôt intérêt à travailler pour qu'il ait la majorité des votants. C'est-à-dire que s'il voulait gagner les élections, il fallait absolument qu'il ait des Hutus. Et c'est dans ce sens que, en fait, l'ethnisme a dominé dans ces élections. Un deuxième groupe de partis souhaitait construire un État où règne la justice sociale et ce groupe gagnait la faveur de masse Hutus. Il s'agissait du Frodebu, du Rassemblement du peuple burundais RPB, du Parti du peuple PP et du Parti libéral PL. Avec ce départ, c'est le premier échec de ce multipartisme et de cette élection. La compétition allait se faire donc dès le départ en jouant sur la corde ethnique. En plus, vu le passage rapide d'un système monopartite au multipartisme, le pays n'était pas tout à fait préparé à la nouvelle logique de la démocratie. À la veille de la campagne électorale présidentielle, commencée le 16 mai 1993, parmi les forces en présence, on dégage deux courants principaux. Un courant Tutsi, qui se retrouvait essentiellement dans l'ancien parti unique l'UPRONA, contrôlant l'appareil politico-administratif. Ce courant ne doute pas la victoire. En son sein, militent également des Hutus que l'UPRONA n'hésite pas à mettre en avant durant la campagne pour placer en exergue son image du parti unitaire. Et le mot unité et paix restait le seul guide de la campagne de l'UPRONA. Lors de la campagne électorale, les deux formations principales, l'UPRONA et le Frodebu, adoptèrent deux méthodologies différentes, déterminantes pour les résultats. À ce qui concerne la campagne de l'UPRONA, chaque week-end, les militants de l'UPRONA, surtout les gouverneurs de provinces et administrateurs communaux, se retrouvaient dans des gigantesques rassemblements au chef-lieu des provinces, des sortes de kermesses au cours desquelles le discours unitaire des dirigeants de ce parti et la radio-télévision nationale du Burundi donnaient un temps beaucoup supérieur au candidat à sa succession, le major Pierre Buyoya. Le TNB, en tant que média public, affichait des penchants en faveur du candidat du pouvoir, c'est-à-dire le candidat du parti PRONA. C'était visible. Il y avait des tendances à dépasser autant une partie, par exemple, aux campagnes. Et le gouvernement, le candidat du pouvoir, c'est-à-dire le major Pierre Buyoya, avait des faveurs par rapport au parti Frodebu, par rapport au candidat du Frodebu, Melchior Ndadaye. Ça se voyait sur le terrain parce qu'il n'y avait pas. On venait d'avoir juste le Conseil national de la communication, mais lequel n'avait aucun outil de travail, n'avait aucun outil pour réglementer le travail des médias. Donc, il y a eu bien sûr, disons, une sorte d'entente pour aller, quand on allait sur le terrain, on devait respecter 3 minutes pour chaque reportage. Il y avait 3 candidats et chaque candidat devait bénéficier de 3 minutes. On ne devait pas nécessairement faire 3 minutes, mais on ne devait pas dépasser 3 minutes. Au contraire, le Frodebu travaillait à partir de la base et c'est depuis 1986 dans la clandestinité. Pour sa campagne, le Frodebu s'est appuyé sur le mécontentement historique, sur les besoins du changement, de la fin du pouvoir des militaires Tutsis, et c'était le point commun entre le Frodebu et le PRP, candidat pour battre l'UPRONA. Le Frodebu, qui avait commencé l'enseignement en cachette, savait sur quelle porte toquer.
Le Frodebu a su s'implanter en milieu rural avec des techniques appropriées, une thématique de mobilisation de porte à porte est plus efficace. Les relais ruraux se recrutent parmi les enseignants, les techniciens agronomes, les agents de santé, bref, tous ceux qui sont en contact avec la population. Leurs enthousiasmes et abnégations furent à la hauteur des promesses et surtout pour tout, ils prenaient le changement. Imyaka 31 iramaze hagarara tubereke ubudasa. L'évocation du passé douloureux du pays et le sort du changement étaient les piliers de cette propagande. abandi barahunga abatutsi barapfa abandi barahunga umutwe we wamenga sinumurundi amaraso araseseka ibujumbura mu Rumonge aiwanyu. Tantôt une provocation verbale et critique symbolique. Ntibashobora kuguma babahambiriye muri porona tumaze imyaka 31 uwo mugambwe porona turarushe kuwikorera mu mutwe turarushe dushaka kuwitura turanushe mubundabunda babaramutsa porona muca mugira ngo reka ndamutse nta ntware aho kumwereka yuko uri umufrodebu nawe ngasubira kuvyumva nzoca mya yuko babakanyaga mu bikwiye muravyumva. Du côté de l'UPRONA, on dénonçait la déstabilisation de la charte récemment acquise. umugambi w'umwe n'amahoro rero ni wabahaye ijambo nabo nyene ntibabihakana dake yidome kurutoke abategetsi bahotora abanyagihugu nibabogozwe. Cette campagne électorale a connu beaucoup d'irrégularités et de débordements. Bateranya kubazana nk'amacakubiri ariko baguma baririmba ubumwe ivyo vyose barabinaniwe. La campagne de 1993 a créé un sentiment de peur chez plusieurs Burundais à voir la tension qui s'affichait durant cette période. Pour certains, la venue du Frodebu était le renforcement de ce qu'on avait appelé la République du Soleil levant dans les années 1960, invoquant la volonté d'instauration des gouvernements Hutus au Burundi et au Rwanda. Et la rumeur étant même fondée à voir le symbole de ce qui avait été dit, provenant de l'insigne sur la pièce de 1 franc dans les années 1970, apparaît lors des élections de 1993. Plutôt justement dans ce courant vers la démocratie qu'il suffisait simplement de mobiliser les Hutus de son côté. Mais il y en a d'autres, et peut-être la grande majorité des militants de ces partis ne le savent pas. Il y a une véritable idéologie génocidaire qui s'est développée au Burundi depuis les années 70. Et dont les slogans, dont le logo, dont les logos même étaient symbolisés par le soleil levant. Il faudra, si vous avez l'occasion, vérifier s'il n'y a pas de ressemblance entre les logos de certains partis et la République du Soleil levant qui était chantée depuis 1972. Rumeur ou pas, des signes pouvant convaincre ne manquaient pas. Les symboles du Frodebu et de ses alliés, sur les grillages des maisons, emblèmes des partis, pouvaient faire croire l'existence de cette idéologie d'une manière ou d'une autre. La diabolisation et le mensonge ont été des armes fatales et ont exacerbé les tensions ethniques. Après cette période de campagne, il ne restait au peuple burundais de faire leur choix.
Alors que l'on craignait des actes de violence, le scrutin s'est déroulé dans le calme, avec une participation élevée des électeurs. Le Frodebo a largement remporté les élections, ne laissant à son principal rival, l'UPRONA, que 16 sièges sur 65 à l'Assemblée nationale. Le résultat qui venait de changer plus de 30 ans de règne de l'UPRONA a été appelé Gususurutsa, qui par ailleurs a fait perdre des postes de certains membres influents de l'UPRONA. Le président Dadaye a prêté serment le 10 juillet. Il a nommé un premier ministre Tutsi pour tenter d'atténuer le ressentiment des Tutsis comme il l'avait promis. Alors qu'on croyait en véritable changement par voie démocratique, le président Dadaye a été assassiné suite à une tentative de coup d'État perpétrée dans la nuit du 20 au 21 octobre 1993. Après cette mort du premier président démocratiquement élu, le Burundi a connu une des longues guerres interethniques de son histoire. Les alliés dans les élections de 1993 se sont retrouvés dans les négociations d'Arusha avec leur vraie casquette, non pas celle d'être les uns promoteurs de la consolidation de l'unité nationale et les autres initiateurs du changement. Disons au début, franchement, c'était un mauvais départ, oui. C'était un mauvais départ parce que l'IPRONA a voulu se constituer une partie des Tutsis. On a toujours collé au Frodebo d'un parti Hutu. Et d'ailleurs, le G7 a été bâti autour du Frodebo. Le G10 a été bâti autour de l'IPRONA. Donc, on les appelait des groupes de partis Tutsis, des groupes de partis. Je dis, ce mauvais départ a été occasionné par le fait qu'on avait passé un grand moment dans une situation où il y avait un cliché Hutu-Tutsi. Les groupes G7 pour les Hutus et G10 pour les Tutsis étaient deux belligérants qui venaient de trouver une occasion propice de parler de la question ethnique qui datait de longue date. Les accords d'Arusha ont la réputation d'avoir réglé la question ethnique au Burundi, mais sur certains points de gouvernance, cette question persiste. Les autorités actuelles devraient mettre tout dans le paquet pour que la question ethnique n'endeuille encore une fois les familles comme cela a été dans le passé.